Bonjour, bonjour ou plutôt bonsoir. En fait, tout dépend du moment auquel vous allez suivre cette émission. Vous allez retrouver cette émission derrière vos écrans. C'est Divine Délicia. Je suis ravie de vous retrouver pour cet énième plateau à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Vous l'aurez compris, cette émission est une émission très spéciale pour nous en tant qu'association qui œuvre pour l'épanouissement et la valorisation de la femme dans tous les domaines, en tant qu'association qui œuvre, qui milite pour les droits des femmes. Donc on ne pouvait pas passer à côté de cette date phare, cette date si importante, cette date internationale. Voilà, vous avez déjà eu l'occasion de faire la connaissance de Kipai, de Nadina, de Sarah Yoni, de Sarah Loco qui était avec nous tout à l'heure. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle invitée, une toute autre invitée. Voilà, c'était important que je rassemble quelques femmes ce soir pour cette journée, car les femmes ont toujours quelque chose à dire et il est bon d'être à l'écoute. Il est bon de tirer profit des expériences de chacune, des dons, des talents, des capacités de chacune. Ça ne peut nous faire que du bien, ça ne peut faire que du bien au monde. Alors, je vous présente donc mon invité, Mona Sadia Ben Belkacem. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, Mona. Bienvenue, Mona. Merci Délicia de m'avoir invitée. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir te retrouver dans le cadre de cette émission, parce que même si on a l'habitude de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir partager avec toi, notamment sur le sujet de la femme, sur le sujet de l'éducation, aujourd'hui, c'est un cadre spécial. Voilà, c'est une première pour toi de te retrouver à l'écran de Divine le Live. Et je suis ravie que tu aies pu répondre présente pour cette émission. Alors, je tenais à ce que tu sois là parce que, justement, je l'ai dit au cours de nos échanges, j'ai constaté, j'ai vu, j'ai su et j'ai moi-même bénéficié de ton expérience, de ton savoir, et il était bon et évident pour moi, oui, que tu sois là ce soir pour partager à plus grande échelle, voilà, cette petite ou cette grande expérience. En tout cas, je sais que tu as des belles choses à nous dire par rapport à ton domaine de compétences, par rapport à ton parcours de femme. Donc avant d'aller un peu plus loin, je te laisse la parole et je te laisse le soin de pouvoir te présenter à notre public. Oui, merci Délicia, mais c'est un peu beaucoup. Là, c'est un grand poids que tu me mets. Là, il faudrait que je sois à la hauteur, sinon ça serait dur. Bon, Délicia, je te remercie beaucoup. C'était un honneur d'être invitée par toi. Je sais que tu es vraiment, pour ton âge, tu as une expérience extraordinaire, tu as un vocabulaire riche, et quand tu écris, c'est long et c'est formidable. Et moi, je t'admire beaucoup. Donc, il y a une mutuelle admiration, donc il n'y a pas de problème. Super. Sauf que quand tu me parles il faut qu'on parle de la femme et de l'éducation. C'est énorme. Je ne sais même pas par quoi commencer. Mais je vais par quoi commencer? Par le commencement. Donc, voilà. Par quoi commencer? Nous, on voudrait d'abord que tu puisses te présenter, parce que moi, je te connais plus ou moins. Je dis plus ou moins parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, mais du moins pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te voient ou qui t'aperçoivent pour la première fois, si tu peux te présenter brièvement, voilà, qui est Mona Sadia Ben Belkacem? Ah ben, Mona Sadia Ben Belkacem, c'est une maman et c'est une grand-mère c'est une femme qui a donné beaucoup de sa vie dans l'enseignement et dans la recherche, dans le domaine de l'éducation. Ce qui m'a beaucoup enrichi en plus, c'est le coaching parental que j'ai pratiqué, mais bien sûr, ce qui veut dire que les femmes, quand ils ont des gros problèmes, des fois, ils trouvent peut-être en moi une maman, où on a toujours besoin d'une deuxième maman à qui on peut ouvrir le cœur et à qui on peut parler. En ce qui concerne, d'abord pour commencer, je présente vraiment, je suis très peinée
par ce qui s'est passé avec certains jeunes. Je présente mes condoléances à des parents, à des amis, à l'école, à des professeurs qui ont connu ces gamins. Et c'est un chagrin qui nous a complètement envahis pendant un moment. Ceci étant dit, les femmes dans le monde, ils ont le même problème. Ça, c'est connu. Dans l'éducation, on peut trouver plusieurs branches. Il y a l'éducation traditionnelle, l'éducation scolaire, l'éducation de l'environnement, l'éducation dans les religions. On donne trop et surtout la femme, elle a un grand poids depuis sa naissance. Elle commence sa vie avec les conditions, Mais justement, Mona, là déjà tu nous as parlé de quelques points importants. Donc tu nous parles de donc l'éducation de la famille, l'éducation traditionnelle, l'éducation scolaire, l'éducation. Alors est-ce que ça religieuse, mais est-ce que ça en fait pas trop? Est-ce que oui, comme on dit, trop d'éducation ne tue pas l'éducation. Parce que finalement, dans tous les domaines, il y a l'éducation. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Comment est-ce qu'on s'en sort dans tout ça? Comment est-ce qu'on devient une femme construite avec toutes ces éducations-là, en fait? on s'en sort pas. On s'en sort pas indemne de toutes les manières. Parce que justement, tout cet environnement qui ajoute le vase déborde. Et finalement, les femmes, quand on leur donne déjà les responsabilités très très tôt, avant que son corps devienne femme, elle est femme, elle est déjà femme. Et dans certaines, enfin, anthropologiquement ou socialement, la fille se trouve avec un cartable comme les écoliers actuels, que le cartable pèse plus que l'enfant. C'est pareil pour la fille. Donc, il faut déjà, quand vous voyez les contes, par exemple, en Orient, en Occident, on a toujours l'éducation. Si la fille veut apprendre des choses joyeuses, on lui met entre les mains déjà des contes. Et toutes les contes, c'est toujours un prince qui sauve la fille. C'est jamais une fille qui sauve la fille. En Orient, par exemple, les mille et une nuits, la pauvre Shahrazad, elle doit raconter à Shahrayar toute la nuit pour ne pas se faire couper la tête. Tu vois, Cendrillon, s'il n'y avait pas le prince, elle s'en sortira jamais de cette Mais vie. Mona, est-ce que ça influence, est-ce que ça joue un rôle dans la tête de cette jeune fille de voir qu'on lui présente ce genre de conte, ce genre de fable? Est-ce que ça influence cette jeune fille? Est-ce que ça Beaucoup. influence sa vie de femme en devenir? Oui, oui, parce que elle trouve toujours que le sauveur, c'est toujours comme bon, je vais peut-être résumer. Alors, elle trouve toujours un sauveur, c'est un homme. Donc elle grandit un petit peu. Son copain, c'est pas toujours le même niveau qu'elle. Après c'est le fiancé. Après c'est le frère, le mari. Ils sont toujours là pour me sauver moi, la petite fille complètement qui doit s'occuper que de ses nattes et ses formes. Et en plus, je vais un peu plus loin, si tu permets, Délicia. Je vais plus loin de dire que, par exemple, on nous... Mona, je ne t'entends plus. Non, je ne t'entends plus. Il y a eu peut-être un faux contact. Essaie de bouger ton fil. Bon, un petit souci technique. Non, je t'entends toujours pas. Essaie de bouger ton fil un petit peu. Oui, je t'entends pas. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté.
Essaye de parler, oui, ça vient un petit peu. Non, alors débranche tout. Débranche tout. Débranche les écouteurs. Et là, maintenant? Là, c'est parfait, oui. Ok, bon. Tout ça bien. Ouais, donc Oui, on poursuit. alors je poursuis parce que c'est dommage, mon idée elle n'est pas partie, mais presque. Mon idée, c'est quand on apprend étant jeune que l'honneur de la famille, l'honneur de ton père, l'honneur de ton mari, de ton frère, de tous les hommes de ta famille, ils sont entre tes jambes. Excuse-moi, je vais pas être crue. Ça veut Je dire t'en que prie, je t'en prie. si tu fais quoi que ce soit, tu es en train de casser l'honneur de ta famille. Et ils ont tout le droit de te punir. Et même dans le sud de l'Égypte, on peut te tuer. Il y a une dame qui est mon guide. Hein. Elle s'appelle Noël Sadawi. Elle avait écrit, j'ai lu le livre, elle avait écrit il y a très très longtemps. Elle est médecin, psychologue et sociologue. Et elle a écrit quelque chose pour montrer que les filles, je suis l'idée que l'honneur des hommes est entre les jambes des femmes, parce que si jamais elles se marient et que la nuit de noces, elle ne saigne pas, on peut la tuer. Et ce livre-là, elle a expliqué que 30% des femmes, ils ne saignent pas, ils sont nés comme ça. Ils ne saignent pas la nuit de noces. Il fallait que... Et ce livre, malheureusement, il était interdit en Égypte pendant presque 30 ans. Et après, il y a des hommes qui ont pleuré. Ils sont venus la voir, ils ont pleuré. Parce qu'ils ne savaient pas, est-ce que la fille, elle a fait quelque chose de mal ou bien elle est née comme ça. Imagine, quand une fille, elle a peur de tomber, elle a peur parce que la nuit de noces, attention, c'est elle qui sauve l'honneur. Et en plus, pour sauver l'honneur, il faut, avec son sang, quand on la tue, on a lavé l'honneur. Imagine, et que ça existe encore maintenant. Mais justement, c'est la question que je voulais te poser. Ce que tu nous racontes là, c'est un cas parmi tant d'autres, parce qu'il y a tellement de choses qui se font autour de la femme et par rapport au corps de la femme, par rapport à sa valeur, par rapport à ce qu'elle représente. Elle est victime de ce qu'elle est, elle est victime de ce qu'elle représente. Et justement, c'était ma question de savoir ce que tu racontes. Est-ce que c'est le cas jusqu'aujourd'hui? Oui, cette mentalité. Il y a des cas, par exemple, on prend ce cas et il est parallèle au cas de l'excision. Il y a jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui excisent et font l'excision, ils le pratiquent dans certains pays impunément, alors que le pays, il y a une loi pour celui qui pratique de 10 à 15 ans. Et les parents, ils ont de 5 à 7 ans. Et bien, ça continue. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, mais ils ne sont pas exécutés. Il n'y a personne qui est jugé, ou très peu. Donc, à quoi ça sert de faire une loi pour défendre la femme? Et finalement, les parents, ils font d'elle son corps, il devient l'honneur. Son corps, il ne lui appartient pas. Il confond que c'est pour cela, tu as bien fait de me parler de l'éducation des femmes. Et qu'est-ce qui va sauver ces femmes? Qu'est-ce qui va pour le futur? C'est l'éducation, c'est l'école. Il faut que l'école, mais pédagogiquement, il faut que ça se suive. La fille, si elle fait pas une école où elle apprend vraiment ses droits personnels, où elle apprend très petite que son corps lui appartient, que c'est pas ça l'honneur. L'honneur, c'est... Mais Mona, aujourd'hui et depuis des siècles, depuis des millénaires, tu le sais et on le sait, aujourd'hui encore, il y a des endroits dans le monde, il y a des contrées où la fille n'a pas accès et n'a pas droit à l'éducation. Oui. Là, il y a deux choses. Soit elle a droit à l'éducation, mais elle n'a pas accès
à l'éducation pour diverses raisons, ou soit elle a accès à l'éducation, mais elle n'a pas droit à l'éducation. Alors, dans ces contrées-là, dans ces pays-là, où l'éducation scolaire et autres, parce que ça joue aussi, est complètement fermée, bloquée pour cette jeune fille, où est-ce qu'elle va puiser cette éducation, justement, ce savoir, cette connaissance qui va faire tomber, en fait, ses œillères? Oui, où mais et comment? tu as absolument raison de parler. Eh ben, il n'y a pas que, je parle des pays de tiers-monde, et il n'y a pas que les pays de tiers-monde. Il y a aussi en France, par exemple, les gens, ils vont dans certaines écoles où l'éducation, elle n'est pas ouverte. Et c'est, par exemple, je vais te citer un exemple. Il y avait une journaliste, elle avait interviewé une femme, et lui a dit, mais il paraît que vous avez pratiqué l'excision. Mais pourquoi vous le pratiquez? Elle a dit, ben, je suis musulmane, et le prophète, et c'est une femme qui voit presque rien, hein, les pauvres gamines, ils doivent souffrir. Donc, elle a dit, mais non, notre prophète, il a parlé de ça, il y a des hadiths, mais c'est faux complètement. C'est des gens illettrés religieusement et illettrés socialement. Il n'y a pas que, par exemple, le prophète, il a eu 4 filles, il n'y a aucune qui est excisée. Aucune. Mais justement, je réitère ma question. Comment accéder alors? Comment accéder à l'éducation? Comment accéder à la connaissance? Parce que là, il y a un gros problème là par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport à ce qu'on reçoit de la famille, par rapport à ce qu'on reçoit de la société ou encore de la religion. Il y a une lacune au niveau du savoir et de la connaissance ou de la source du savoir. Alors, comment régler ce problème-là, selon toi? Oui, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. La première, c'est l'officiel, parce que j'étais à l'UNESCO des années 80, et il y avait un département d'alphabétisation. Ce département d'alphabétisation a beaucoup œuvré dans plusieurs pays. Ben, écoute, aujourd'hui, Délicia, il y a beaucoup de pays, ils sont encore, mais alors on va recommencer chaque 10 ans, chaque 20 ans, la même chose. Où est le résultat? Parce qu'il n'y a pas une loi, la politique qui doit trancher. Dans certains pays, la fille est loin de l'école. Dès qu'elle, même en Afrique, mais dans certains pays, elle va jusqu'à cours élémentaire 2, par exemple, au cours moyen. Après, elle n'y va plus parce que l'école est loin, parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture qui les amène, parce que c'est une fille. Donc, elle reste à la maison, elle attend un mari à 15 ou 16 ans, et puis maintenant, le mariage est interdit avant 18 ans. Eh bien non, ils trouvent toujours un moyen de la marier, et après 18 ans, ils viennent enregistrer l'acte de mariage. Tu vois un petit peu. Mais l'alphabétisation, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Pour que cette fille soit indépendante plus tard, économiquement, il faut que l'alphabétisation soit fonctionnelle. Même en France, quand les gens viennent dans une école, comme on avait ouvert, j'avais organisé l'alphabétisation avec le Secours populaire, mais je voulais que ça soit une alphabétisation fonctionnelle. Ça veut dire, elle apprend la communication, elle apprend à lire et écrire, mais la communication, gérer une petite entreprise, qu'elle soit indépendante. C'est-à-dire, c'est pas juste apprendre à lire pour lire ou apprendre à écrire pour écrire, mais ça va au-delà. Parce que connaître l'écriture et la lecture, c'est une base. Mais c'est une porte qui donne accès à tout ce dont on est en train de parler là. Alors, tu l'as dit, tu as beaucoup œuvré par rapport à l'alphabétisation, l'accompagnement et l'encadrement des jeunes et l'encadrement aussi des adultes, des femmes. Alors, qu'est-ce qui te passionne dans le fait, qu'est-ce qui te passionne le plus dans le fait d'encadrer et d'accompagner ces publics-là?
vraiment, moi, je me sens quand même ouverte et internationale. Je ne me concentre pas sur un petit groupe ou une, ou un espace. Par exemple, je te cite un seul exemple pour que tu vois la femme comme elle est courageuse avec le peu de savoir qu'elle a. J'ai rencontré une femme qui vient de Burkina, la frontière entre Burkina Faso et le Mali. Elle est venue me voir à l'école des études une fois. Elle m'a dit, regarde, nous sommes un groupe de femmes. On veut réussir, on veut faire quelque chose avec le beurre de karité. Elle m'a dit, on le prépare, on le fait fondre, on le fait griller, on le fait fondre, on le met dans les... Et puis les hommes viennent nous donner 2 sous. Ils prennent ce beurre de karité, ils vont, eux, le commercialiser beaucoup plus loin avec les entreprises les grandes entreprises. Voilà. Oui, et nous, alors, au Maroc, c'est pareil. Les femmes, par exemple, elles sont tisseuses, c'est des grandes artistes. Et elles passent 6 mois sur un tapis. Elle et sa fille, sa voisine. Et une fois que le tapis est fini, il l'amène à un marché hebdomadaire. Les hommes, ils vont lui donner 2 sous, elle s'en va vite chez elle et lui, il va le vendre à un prix... À des prix exorbitants. Voilà, exorbitants. Mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus alors dans le fait justement d'être en contact avec ce public-là, ces femmes-là, de les encadrer, de les accompagner? Qu'est-ce qui est plus passionnant pour toi dans cette activité associative ou professionnelle? Voilà, Délicia, il y a un truc qui est clair. Ceux qui le lisent ou qui le voient, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas vraiment besoin de ce renseignement. Le renseignement, quand tu vois que 66% de la production du manger, tu vois, la nourriture dans le monde, dans les pays où ils en ont besoin, c'est les femmes, ils produisent 66% de manger. Du manger et d'un produit nécessaire à la vie. Elle reçoit que 10% du bénéfice. Quand tu vois, par exemple, il y a à peu près 1,3 milliard personnes qui vivent avec $1 par mois, et ben 75 ou 78%, c'est des femmes. Donc, le moment où tu prends la femme, tu lui apprends à lire et à écrire, même dans son village, dans son propre village, et tu lui dis, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu donnes à ton pays, voilà ce que tu donnes à la société. Dans ce cas, il faut savoir le gérer, il faut lui apprendre à gérer ce qu'elle fait, et puis lui donner de la valeur, qu'elle n'est pas n'importe quoi, elle produit, elle travaille. Et donc, malgré son niveau, son petit niveau, on ne la laisse pas se développer. Il n'y a pas que l'école. Il n'y a que l'école qui peut sauver ces gens. Et il y a l'école, si, comme il dit, c'est la montagne ne vient pas, si Mohamed ne vient pas à la montagne vient chez lui. Si l'école ne va pas partout, la personne ne peut pas aller à l'école doit aller chez elle. Il faut imposer que les pays, les filles doivent être, l'école doit être obligatoire partout, mais seulement même le programme en France, ces choses-là, elles doivent être enseignées. Vous savez, les filles, même en CM2, elles comprennent quand tu lui dis, voilà, tu es honorable, tu es indispensable, tu es l'héritier, l'héritage de la terre lui appartient. C'est une ingratitude qu'on traite la première agricultrice, c'est la femme qui a rendu l'homme agriculteur. Là, si je peux dire, on touche vraiment le vif du sujet, parce que je le rappelle à ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant. Alors oui, c'est le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme. Ce n'est pas une journée juste pour offrir des fleurs, des roses à la femme. Ce n'est pas juste une journée pour se faire belle, se coiffer, se maquiller. Non, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est une journée où on doit rappeler aux femmes, à la société, au monde, qu'elles ont des droits. Quel que soit là où elles sont nées, quel que soit là où elles ont grandi,
quelles que soient les circonstances, les aléas de la vie, on rappelle à ces femmes qu'elles ont des droits en tant que femmes et ces droits-là doivent leur être concédés parce que voilà, un droit, c'est un droit. Et là, justement, on est en train de parler de ce thème de l'éducation et on est en plein dans le sujet parce que l'éducation, c'est un droit. La jeune fille a droit d'être éduquée, a droit d'être scolarisée, a droit de recevoir l'éducation sous toutes ses formes. Mona, on poursuit, on continue, on avance un peu dans le cours de cet échange, de cette émission. Par rapport à ce que tu dis, toi-même, tu n'as pas fait que constater les choses. Tu n'as pas fait que regarder de loin. Tu as eu à plusieurs reprises à organiser des tables rondes, à organiser des conférences, à toi-même donner les cours d'alphabétisation. Alors, je me perds même parce que le sujet, il est aussi passionnant. Alors, en quoi pour toi, l'éducation joue un rôle dans la perception que le monde a de la femme? D'abord, je voulais dire, si tu permets, Délicia, oui, quelque chose pour dire que le 8 mars, c'est aussi la journée des mamans, des femmes. Chacun, il a sa femme, sa sœur, la mère de ses propres enfants. Et c'est pas seulement, ça ne devrait pas être une journée de genre, une journée de vérité, une journée de solidarité entre, il n'y a pas d'homme sans la femme, c'est la femme qui l'a mis au monde, il n'y a pas de femme sans les hommes, sauf que il va falloir éduquer et comment dire, semer la vérité entre l'homme et la femme et lui dire c'est ta mère, ta sœur et ta voisine, ta cousine, c'est ta femme, la femme que tu vois devant toi. Elle peut être quelqu'un qui t'appartient. Donc, le problème n'est pas le problème de genre. Le problème est d'espace. Qu'on lui donne, dans l'espace, il faut que chaque femme a son espace. Dans chaque espace. Pourquoi? Parce qu'elle est la fondatrice de tout ce qu'on voit à l'homme. Quel est son espace et qu'elle soit reconnue dans cet espace en fait. Qu'elle soit reconnue et considérée dans cet espace. Exact, c'est ça. Et donc il n'y a pas, moi je trouve que la planification de l'éducation, la politique de l'éducation doit absolument se réveiller et dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est pas qu'est-ce qu'on a fait. Par exemple, tous les pays reconnaissent le vote des femmes. Toutes les sociétés. Mais où est-ce qu'elle est, cette femme? Où est-ce qu'elle est sa voix? Elle part où? Elle va rester. Et dans 20 mois, parce que à mon âge, j'ai vu des choses. Et je me dis, mais mon Dieu, à chaque fois qu'il y a le même problème, je dis, mais il y a 20 ans, c'était la même chose. On revendiquait la même chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous manque pour que ça soit exécuté? En fait, selon toi, Mona, est-ce que, selon toi, par rapport à ce que tu dis là, depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'évolution ou il y a eu quand même une évolution dans le traitement de la condition féminine, est-ce que tu notes une évolution entre aujourd'hui et il y a 20 ans? Délicia, je vais te dire la vérité, ce que je pense, et je vais le dire en toute sincérité. Quand tu vois qu'il y a une association qui défend la femme battue et qu'elle est obligée de cacher sa boîte aux lettres, de cacher l'endroit où elle accueille la personne, de cacher tout parce qu'elle a peur qu'un des maris viendrait le casser. Donc, il n'y a pas de loi. La loi, et quand tu vois, moi, j'ai vu ici une fille avec deux enfants ou 3 enfants. Je crois qu'elle avait 3 enfants. Donc, il est grand maintenant. Il était dans la poussette. Son mari l'a sorti à minuit. Et il est dans l'appartement. Et c'est elle qu'on a pris, on a délogé avec ses 3 enfants. On l'a délogé pour lui donner un endroit où elle doit se cacher pour qu'il ne la tape pas. Il lui a dit, je ne t'aime pas. Ouais, d'accord, elle peut bien dire, je ne t'aime pas. Mais tu fais ton droit. Elle a un droit de vivre. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas, tu vas la mettre dehors. C'est quoi? Et puis, cette association, elle est très connue, elle a pignon sur rue. Eh bien, une fois, j'ai été les voir
Et elle me dit, ah oui, on a caché la boîte aux lettres de l'autre côté de la rue pour ne pas avoir des... J'ai dit, mais c'est Des quoi alors? représailles. Des représailles. Tu comprends pourquoi je dis ça ne change rien? Où est la loi? Oui, il a changé, c'est changé. Maintenant, la femme, elle peut avoir un abri avec ses enfants. Mais c'est pas la loi. C'est à lui de sortir. Elle va être avec 3 enfants dans la rue. C'est quoi? Donc en fait aujourd'hui, si on comprend bien, donc aujourd'hui en 2021, alors que nous célébrons encore, comme chaque année le 8 mars, mais en fait la femme, elle se retrouve toujours devant les mêmes combats et devant les mêmes difficultés. On parle d'évolution de la société, mais quand on rentre dans les sillons et dans la profondeur, finalement pour la femme, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent et qui évoluent. Moi, je dis que l'évolution, elle est une petite goutte dans l'océan. L'évolution sur les conditions de la femme, moi, je peux te dire que non. Non, on parle beaucoup, nous les femmes, mais il y a pas, on tape pas sur la table assez fort pour que toute chose qui est votée, une loi qui est votée, elle doit être suivie. Merci Mona, merci Mona. Voilà. Mona, nous arrivons donc à la fin de cet échange, cette rubrique femmes et éducation. Merci Mona pour ton apport, merci pour ta participation, vraiment qui nous a quand même éclairé, qui nous a réveillé, hein, tu nous as quand même réveillé. Ben j'espère qu'à notre faible échelle, tes propos seront quand même entendus et ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Si ça peut réveiller une femme, réveiller un homme, réveiller un homme d'État, réveiller les politiques pour vraiment se pencher sur ce sujet-là de la condition féminine, ça serait vraiment une bonne chose, une très bonne chose. Pour terminer, nous sommes là à la fin donc de la rubrique femmes et éducation. Mona, l'occasion t'est donnée justement de pouvoir adresser encore un message qui va éduquer, qui va apporter un savoir, qui va apporter des clés, qui va apporter un petit plus, comme je dis, même à faible échelle, parce que tu as parlé de gouttes d'eau dans l'océan, mais on sait qu'une goutte après une goutte après une goutte, on parvient un jour avec la persévérance et la patience à remplir un verre, remplir une bouteille, remplir de plus grandes choses. Donc aujourd'hui, même si ça ne sera peut-être qu'une goutte, qu'est-ce que tu peux apporter comme message encore aux jeunes filles, aux femmes, aux mères, aux grands-mères qui nous regardent, à ceux qui nous regardent, voilà, par rapport à la femme et l'éducation en ce 8 mars 2021? Ouais, tout d'abord, je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça fait très longtemps avec le Covid et avant même. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on n'a pas fait de table ronde, on n'a pas débattu un sujet. Je ne veux pas partir sur une note négative. Ce qui me fait un grand plaisir, c'est de voir, parce que j'observe beaucoup, parce que je vois que les papas, maintenant, les jeunes papas, accompagnent leurs enfants à l'école. Ça me réchauffe le cœur. C'était pas le cas. Il y a des papas qui mettent leur bébé sur les écoles. Dans le kangourou aussi. Voilà, le kangourou. Des papas qui viennent chercher leurs enfants et avec la poussette d'un côté, ils viennent chercher ça. Et ça, je me dis, il y a quand même peut-être un départ. Il y a un autre sentiment. Les jeunes papas, je les félicite. Ils ont changé et ça me fait plaisir parce que je vois tout. Et je dis aux femmes, n'oubliez pas que vous êtes des missionnaires sur la terre. Pourquoi? Parce que quand tu as une fille ou deux, elle voit tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Les enfants, c'est une éponge. C'est comme ça, l'éducation des enfants, c'est leur regard, c'est l'imitation. Et si jamais tu laisses une main se lever sur vous, sur toi, et que tu te caches avec le coude comme ça, ta fille, elle va trouver ça normal. Et donc, vous préparez les mamans de demain, qu'elles soient fortes, gentilles, intelligentes. Elle connaît ses droits, elle connaît ses devoirs, parce que c'est important aussi, les femmes qui connaissent leurs devoirs, et que les hommes soient vraiment leur compagne de la vie, et non pas l'agresseur, etc. Donc moi, je suis très contente par rapport à la relation
des jeunes couples, c'est vraiment admirable. Eh bien, merci beaucoup. On va terminer cette rubrique, Mona, sur ces mots de positivité. Voilà, tout n'est pas perdu. Quand même, on avance doucement, mais sûrement. Merci beaucoup, Mona. Eh bien, écoute, on se dit à très vite, à très bientôt. À vous qui nous suivez, ne quittez pas. Nous continuons cette émission avec une autre partie. Voilà, juste après le jingle, j'aurai l'occasion de pouvoir recevoir une nouvelle invitée. Alors, on se dit à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Ne quittez pas, restez connectés. Voilà, on se retrouve, on continue, on poursuit ce programme spécial, cette émission spéciale 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Nous étions avec Mona pour la rubrique Femmes et éducation et j'ai le plaisir de recevoir notre nouvelle invitée, Laurence Durand. Bonsoir Laurence. Bonsoir Délicia. Bienvenue dans l'émission Divine. Merci. Alors merci à toi d'avoir répondu présente, c'est pas évident, je remercie toujours les invités, surtout les femmes parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement d'occupations, de responsabilités, de charges que trouver un temps pour s'asseoir et pouvoir discuter un peu, échanger un peu, c'est pas facile, c'est pas évident, donc c'est quand même un petit sacrifice, donc merci à toi d'être là. C'est un honneur, merci. Donc aujourd'hui, je voulais me tirer profit de cette date spéciale, tirer profit de ce jour spécial pour traiter du sujet de la femme et du handicap. Donc vraiment, pour moi, en réfléchissant, j'ai pas trouvé une personne qui pouvait vraiment une autre personne qui pouvait intervenir. Si ce n'est toi, Laurence, voilà, donc je te remercie encore, voilà, d'avoir répondu présente pour traiter de ce sujet. Je te laisse le soin de pouvoir te présenter brièvement. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire sur toi afin que, voilà, le public prenne connaissance, voilà, de notre invité de ce soir dans l'émission Divine. Je te remercie, Délicia. Donc, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis Laurence Durand, je suis spinolienne. Je suis une personne en situation de handicap moteur. Donc, c'est-à-dire que je ne marche pas, je suis en fauteuil. Sinon, je m'occupe de l'association APF France Handicap. Je suis représentante départementale de l'Essonne, mais également référente sur Épinay-sous-Sénart. Et je suis sportive de haut niveau, accessoirement. D'accord. Donc, on va y aller mollo tout doucement. Donc, tu es en situation de handicap. Est-ce que tu es né avec le handicap ou c'est venu par une circonstance de la vie? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça? Alors non, je suis pas née avec le handicap. Moi, j'étais valide jusqu'à maintenant 6 ans où j'ai eu un accident domestique. Donc, j'ai fait, ce qu'on va dire, un geste malheureux et que je pense que tout le monde va se reconnaître. Je suis montée sur une chaise pour changer une ampoule. Malheureusement, c'est que la chaise a basculé. Je suis retombée sur la chaise, je me suis cassé la colonne vertébrale. Et bon, pour moi, voilà, ça a été fini. La paraplégie s'est imposée et voilà, ma vie a changé à ce moment-là. Donc, c'était il y a 6 ans. Alors, quelle a été ta première réaction lorsque tu as su que tu allais plus te tenir sur tes 2 jambes, que tu allais plus remarcher? Alors, au début, je l'ai pris, alors pas si mal que ça. Quand les médecins me l'ont dit, déjà, j'en avais la certitude. Et tout de suite, je me suis dit, c'est pas grave, c'est la décision de Dieu. Mais à côté de ça, j'étais quand même déçue parce que je me disais, voilà, pour moi, je voyais la vie comme si je ne pourrais plus jamais conduire.
alors que c'était mon métier à l'époque. J'étais monitrice auto-école. Je voyais la vie, voilà, toujours être besoin d'assistance, d'avoir quelqu'un pour m'aider dans tous les gestes. Or, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Bon, j'ai mis 1 an, en fait. Il a fallu 1 an pour faire réellement le deuil de ma vie d'avant, et pour rebondir, en fait, et devenir maintenant ce que je suis, quoi. Et comment ça se passe à partir du moment où il y a un diagnostic? Comment ça se passe pour une personne à qui on annonce que vous n'allez plus pouvoir marcher, ou voilà, il y a tel handicap, il y a telle chose, il y a telle barrière maintenant? Quel est le processus pour essayer justement de reprendre le cours d'une vie normale, d'une vie lambda, si je peux employer ce terme? En fait, alors moi, j'ai vraiment pas eu de chance dans mon parcours. C'est que moi, ça m'est pas arrivé en France. Ça m'est arrivé en Tunisie, alors que j'étais en vacances. Donc pendant 6 mois, j'étais pas transportable. Je suis restée alitée en Tunisie. J'ai appris le diagnostic en Tunisie et j'ai été rapatriée qu'au bout de 6 mois. Donc, mais bon, généralement, quand ça se produit en France ou dans un pays qui permet justement le rapatriement, les gens, en fait, le médecin annonce, donc il prend toutes les précautions pour nous annoncer. Mais généralement, on le sait déjà d'avance, hein. Et quand il nous l'annonce, après, c'est le parcours, j'ai envie de dire, avec les ergots, les kinés, et puis après, c'est le départ en centre de rééducation, où on nous apprend à servir d'un fauteuil roulant, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'asseoir dans un fauteuil roulant et de se dire voilà, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je recule, c'est comme ça que j'en sors. Et si je tombe, je me lève et je remonte comme ça dans un fauteuil roulant. Tout ça, ça s'apprend, ce sont des gestes. En fait, on redevient un bébé et on réapprend à vivre. Et est-ce que c'est difficile ce moment-là justement d'apprendre à se déplacer en fauteuil roulant? Parce que pour nous qui ne sommes pas en situation de handicap, lorsque on voit une personne en fauteuil roulant, ça a l'air, les gestes sont tellement devenus naturels qu'on ne se rend pas compte forcément de la difficulté que c'est. Donc comment est-ce que ça se passe ce moment-là d'apprendre à se déplacer en fauteuil roulant? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut du temps? Est-ce que ça dépend de la personne aussi? Si tu peux nous expliquer un petit peu, qu'on comprenne mieux. Alors oui, ça va dépendre de la personne, mais après, comment ça se passe? C'est vrai que c'est comme un bébé, j'ai envie de dire, hein. Un bébé qui va apprendre à marcher, il va avoir besoin de temps, il va avoir besoin de répéter ses mouvements, il va se prendre des gadins, il va tomber, il va se relever, il va recommencer. C'est pareil en fauteuil roulant, hein. Nous, au début, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis, on nous apprend que il faut aller chercher bien derrière, ramener loin devant pour prendre de la vitesse. On nous explique comment faire pour pouvoir soulever les petits trous avant pour monter une petite marche. Comment faire pour ne pas se retourner avec le fauteuil. Après, c'est pareil. Notre fauteuil, c'est comme une paire de chaussures, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on en essaye plusieurs avant de trouver celui qui nous correspond. Parce que c'est vraiment fait sur mesure. Alors après, quand les gens nous voient dans la rue, ils ont l'impression qu'on nous donne tout. C'est pas vrai. Il faut savoir que tout a un prix. Et le fait d'être en situation de handicap, ça coûte très très cher. Wow. Mais est-ce que tu peux nous détailler, ça coûte cher dans quel sens? Par rapport à l'équipement, par rapport au suivi médical? Est-ce que tu peux nous en parler, qu'on puisse comprendre vraiment qu'est-ce que c'est être femme en situation de handicap? Alors en fait, pour vous expliquer, un fauteuil roulant, par la sécurité sociale, c'est remboursé à hauteur de 655 €. Or, moi, mon fauteuil, par exemple, vaut plus de 7 000 €. Oh, wow. C'est ça. Le problème, c'est que les délais en MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, les délais sont très très longs. Donc pour obtenir un fauteuil roulant, déjà, il nous faut du temps. Les délais sont actuellement de 18 mois dans l'Essonne. Il faut savoir qu'on est un des départements les plus longs à la MDPH. Donc avant d'avoir notre premier fauteuil roulant, on galère. Parce qu'en fait, il faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir s'en sortir. Et ça, les gens s'en aperçoivent pas. Donc, non, non, pas du tout.
Et après, bon, bah, on n'a pas l'habitude de s'habiller comme ça, quoi. Moi, je veux dire, avant, j'étais monitrice auto-école, donc j'avais l'habitude d'aller travailler soit en jean, soit en tailleur. Mhm. Voilà. Bon, bah, les tailleurs, c'est bien beau, mais bah, la jupe, elle remonte. Les chaussures à talons, c'est pas évident quand on est en fauteuil. Alors, j'en mets, mais parce que maintenant, j'ai appris à faire mes transferts et que je sais comment faire. Mais un talon qui se casse parce qu'on fait un transfert, ça. On en a. Ah là là. Ben, on va développer sur ce sujet, sur cette question. Bon, je fais la différence aujourd'hui parce qu'on parle on fait cette émission dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on est femme en situation de handicap? Parce que je me pose la question, est-ce que c'est pas vécu de la même manière pour un homme que pour une femme? Forcément, ou peut-être que je peux me tromper, mais comme j'ai l'occasion d'échanger avec toi ce soir, est-ce que tu peux nous dire par rapport à toi ou selon toi, qu'est-ce qui est plus difficile quand on est femme en situation de handicap par rapport à un homme? Le regard des autres. Alors pourquoi? Tout simplement parce que bah, forcément, on se développe beaucoup plus au niveau des épaules. On a des bras qui sont plus musclés, donc plus épais. L'habillement, c'est-à-dire que quand on va s'habiller, moi je galère tout le temps parce que quand je trouve une tunique qui est à ma taille, bah, les bras ils passent pas. Donc toujours penser à avoir des choses élastiques qui puissent. Bah, c'est toutes les difficultés qu'on rencontre, mais c'est surtout le regard des autres. Quand les gens nous regardent et puis avec cet air de, je sais pas, presque ils nous plaignent. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin qu'on nous plaigne tout le temps. Je veux dire, pour nous, la vie, elle continue. Et quelque part, bon, bah, moi, quand j'ai des amis, moi, ça me fait rire. Je me souviens d'une fois où je suis allée au restaurant avec des amis. Et il y en a une, au bout d'un moment, on va se servir à manger. Donc, je me sers comme tout le monde. Hein. Et au moment où je reviens, elle me dit, « Oh, c'est vrai. » Je lui dis, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit, « J'étais en train de me dire, il manque une chaise à table. » Donc, c'est quelque part... je suppose qu'elle va se reconnaître si elle m'entend, mais elle avait oublié mon handicap. Ouais. Ça fait plaisir parce qu'en fait, elle ne me voyait plus comme une personne en situation de handicap, mais comme Laurence, son amie, uniquement. Et ça, ça fait plaisir, quoi. Et quand les gens ils me regardent d'un air bienveillant, je veux dire, bon, bah, pour moi, ma journée est faite. Est-ce que tu en as besoin de ça, qu'on oublie ton fauteuil, qu'on oublie entre guillemets la Laurence handicapée? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est un besoin? Ah oui, on en a carrément besoin. Mais bien sûr, parce que moi, quand je vais vers les gens, j'ai pas envie qu'ils voient que le fauteuil. J'ai envie que les gens ils m'aperçoivent moi en tant que personne, avec tout ce que je représente. C'est-à-dire, comme tout le monde, hein, j'ai fait des études, je travaille actuellement. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on me... Voilà, j'aime quand les gens me voient comme en tant qu'une personne complète, et pas seulement une personne en situation de handicap. Parce que la situation de handicap, quelque part, moi je dis toujours, hein, si la ville et la vie seraient complètement accessibles, je serais plus en situation de handicap. Donc, d'accord. J'ai besoin, oui, qu'on me reconnaisse en tant que Laurence, et non pas que la personne en situation de handicap. D'accord. Et du coup, bah, on parle beaucoup, même dans la vie de tous les jours, justement, bah, des difficultés dues à la situation de handicap. Mais est-ce qu'il y a des facilités? Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi dans cette situation? Parce que voilà, il n'y a pas que, comme tu dis, des mauvais côtés. Il y a aussi des bons côtés. Alors, quels sont les côtés, je ne sais pas, si tu as des anecdotes, pourquoi pas, ou qu'est-ce qui est plus facile pour toi dans la vie de tous les jours en fauteuil? Bah, moi, je veux dire, maintenant, ma vie, je l'ai refaite, je l'ai recréée autour de ce handicap. Donc, pour moi, la vie, maintenant, elle est plus si difficile que ça, en fait. Alors oui, j'ai toujours besoin de cette reconnaissance en tant que personne, réellement, et non pas en tant que personne en situation de handicap. Mais pour moi, maintenant, ma vie, elle est faite comme ça. Et je pense que ce qui a été le plus facile pour moi, c'est d'atteindre le haut niveau en sport en étant en situation de handicap.
C'est paradoxal, mais pourtant c'est comme ça. C'est-à-dire que si je n'étais pas en situation de handicap, je ne sais pas si j'aurais atteint le tel niveau de sport que j'ai actuellement. D'accord, oui, parce que le côté, le sport, vous l'avez commencé quand vous étiez déjà en situation de handicap, pas avant. D'accord, et qu'est-ce que vous faites? Vous pratiquez quoi comme sport? Alors moi, avant, j'étais parachutiste en étant valide. J'ai continué le parachutisme en étant handi, mais bien sûr, c'est pas le même, puisque en étant handi, on n'a pas le droit de sauter d'un avion seul en France. On est obligé d'être en tandem. Mais à côté de ça, j'ai connu, grâce au monde du handi en fait, la soufflerie. Et je suis donc championne de France de vol relatif en soufflerie. Waouh, et ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je me perds entre le vous et le tu, parce que je m'en mets les pinceaux. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, du coup, le vol en soufflerie, parce que je ne savais même pas que c'était une activité sportive. Alors, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, oui, si, c'est une vraie activité sportive. D'ailleurs, pour ceux qui rencontreraient Samir Slimani, ils ont dû essayer. Et lui-même m'a dit, oh là là, je m'étais jamais rendu compte que c'était vraiment un sport et que c'était si dur. Bon, moi, personnellement, je m'en aperçois plus que c'est compliqué. Mais alors, pour résumer, pour schématiser l'affaire, une soufflerie, c'est un gros tube avec un espèce de gros ventilateur en dessous et ça développe du vent à hauteur de 200 km/h. Donc, on est à l'intérieur et on vole comme si on était en sortie d'avion. Donc moi, je fais du vol relatif, c'est-à-dire que dans un temps limite, avec mon partenaire, on doit faire un certain nombre de figures. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est vraiment un sport. Waouh, d'accord. Un certain nombre de figures, mais dans la soufflerie, il n'y a plus de fauteuil. Il y a plus de fauteuil. Non. Waouh. En fait, j'ai un appareillage qui me permet de tenir mes jambes. Oui. Parce que bon, moi, j'ai pas du tout de possibilité de bouger mes jambes seule. Donc j'ai un appareillage qui me tient les jambes, mais je vole en toute autonomie, donc toute seule, et je me déplace toute seule en soufflerie. Alors après, ce sont des figures imposées, bien sûr, quand on est en championnat. D'accord. Eh bien, j'apprends quelque chose. Ça doit être vraiment, vraiment impressionnant. Je voyais la soufflerie, je connaissais pour le loisir et tout ça, mais en tant qu'activité sportive, je ne connaissais pas du tout. Donc, à l'occasion, j'irai découvrir. Hein. J'irai découvrir. Mais moi, je suis une petite chochotte, une petite peureuse. Donc, je ne sais pas si je vais supporter d'être projetée dans les airs. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Alors, on poursuit. Samir, il a pu le faire, tu peux le faire. Si un homme a pu le faire, c'est que je peux le faire. Voilà. Bon, écoute. Je ne pourrais pas faire ce qu'un homme fait. Ah bah écoute, franchement, on verra bien. Je vais me lancer ce défi et on verra si je vais le relever. On verra si je vais le relever. Dès que ça sera possible pour les personnes valides de faire de la soufflerie, je t'inviterai. Ah ouais, je répondrai à l'invitation volontiers. Alors, tu as parlé, Laurence, du regard des autres qui est très pesant souvent. Mais alors, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui est le plus pesant pour toi? Le regard des autres par rapport au handicap ou le regard des autres par rapport au fait d'être une femme? Parce que finalement, en tant que femme, il y a souvent un regard qui est pesant, des fois même méprisant, des fois même discriminatoire. Et c'est la même chose quand on est en situation de handicap. Mais par rapport à toi, quel regard est le plus pesant? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de comparaison à faire, c'est la même chose En fait, il n'y a pas de comparaison. Oui, c'est la même chose. Ce regard, il peut être aussi bien attendrissant, ça peut être un regard méprisant. Mais en fait, quand on est en situation de handicap, on perd un peu son genre. C'est-à-dire que je pense que le regard, il est le même pour un homme en situation de handicap et une femme en situation de handicap. D'accord. Après, des fois, je te dis, il est bienveillant. Et là, on a tout gagné. Hein. Mais il peut être aussi méprisant et puis il peut être même méchant, parfois. Donc, mais je te rassure, hein, que ce soit des femmes envers des femmes en situation de handicap ou des hommes en situation... je veux dire, c'est la même chose. Il n'y a pas plus les femmes ou plus les hommes.
Les femmes, par contre, elles seront plus méchantes point de vue des paroles, mais pas Ah dans le oui. regard. Pas dans le regard, mais tu as eu à être victime des fois de paroles, de paroles blessantes dues à ta situation de Oui, bien handicap. sûr, bien sûr. Je me souviens d'une fois où j'étais simplement à Cora et j'étais en train de faire la queue à la caisse réservée en priorité aux personnes en situation de handicap. Et la caissière a eu le malheur de demander à la personne devant moi si elle avait une carte. Elle a dit non, donc la caissière lui dit bah, il y a la dame derrière vous qui est en situation de handicap, que je vais faire passer devant. Et la dame m'avait vu, hein, mais elle faisait mine de ne pas me voir. Elle s'est retournée vers moi, puis elle a dit oui, mais après tout, elle est assise, elle peut attendre. Ah non, je ne peux pas attendre. Parce que le handicap, moi, je le subis. Alors oui, on voit tout le temps mon fauteuil, mais il y a plein de choses derrière le fauteuil. Il n'y a pas que le fauteuil. Il y a plein de petites choses donc, que je ne vais peut-être pas détailler ici, mais qui font que des moments, je ne peux pas attendre. Non. Mais voilà, bon, je me souviens aussi d'une autre fois où une personne, une dame toujours, hein, m'a dit ah oui, mais moi, je suis pressée, je travaille. Ben, moi aussi. D'accord, donc il y a des petits préjugés comme ça qui font que les autres sont vraiment, savent être vraiment désagréables, quoi, en fait. Hein. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Où je me souviens d'une maman, une fois, qui a dit, parce que son enfant venait toucher mon fauteuil, bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Et la maman lui a dit, viens ici, ne touche pas à ça. Mais le ça, en fait, ça blesse. Parce que elle parlait peut-être du fauteuil, mais on oublie que dans le fauteuil, il y a quelqu'un. Donc j'aurais préféré qu'elle dise, ne va pas embêter la dame ou quoi que ce soit, mais va pas toucher à ça. Ben, c'est péjoratif quand même. Donc Oui, là, je lui bien fais sûr. remarquer. Hein. Quand c'est comme ça, je refais remarquer. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais te poser la question. Quand, dans ce genre de situation, généralement, quelle est ta réaction en fait? Tu réagis comment? Est-ce que tu laisses passer, tu t'en fous, ou bien est-ce que tu réagis et tu réponds Oui, oui, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein. Tout le monde me connaît. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. Oui, moi, je réagis, tout à fait. Mais je leur dis, déjà, je leur dis tout de suite. Hein, bon, la maman, par exemple, je lui ai dit, écoutez, non, ça, moi, je suis pas un objet, je suis une personne. Elle me dit, oui, mais je parlais de votre chaise. Alors déjà, c'est pas une chaise. Elle soulignait, c'est un fauteuil roulant. C'est pas une chaise, sinon, ben, je serais comme tout le monde autour de ma table, hein, assise sur une chaise. Non, non, c'est un fauteuil roulant et j'y tiens. Bon, après, quand les gens me disent, oui, mais vous êtes tout le temps assis, ben, je n'ai pas choisi d'être assise. Je veux dire, vous êtes debout, moi j'aimerais bien être debout. Donc, ah oui, vous êtes sur une caisse prioritairement pour les personnes en situation de handicap. Vous n'êtes pas en situation de handicap, bah, je suis désolée, je passe devant vous, point final. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Et les gens qui me disent, moi je travaille, bah, moi aussi je travaille. Le handicap ne me fait pas que je ne travaille pas. Quoi. Je suis une personne en part entière, seulement je me déplace différemment, c'est tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on parle des droits, on a commencé à parler des droits, ben, notamment dans des moments comme ça où quand même on a pensé aux personnes en situation de handicap avec quand même des caisses qui devraient faciliter les choses. Bon, là, par rapport à ce que tu racontes, des fois, c'est pas si facile que ça facilite pas tant que ça, mais au moins, il y a quand même des adaptations. Mais en règle générale, est-ce que selon toi, les droits de personnes en situation de handicap sont respectés? Alors ça dépend quel droit. Ça dépend quel droit. Non, non, c'est très très peu respecté. Combien de fois j'ai appelé la police municipale en me plaignant que je ne pouvais pas me stationner parce qu'une personne valide s'était stationnée sur une place handicapée. Alors bon, je suis désolée pour le dire pour tes spectateurs, mais voilà quoi, une place qui est là faite pour une personne en situation de handicap, même si vous devez aller chercher qu'une baguette, bah, elle peut être prise par une personne en situation de handicap qui en a besoin. Donc ça, il faut vraiment les respecter. Et ça, moi, je me bats là-dessus. Moi, de toute façon, de par ma position à l'APF France Handicap, forcément, je me bats pour les droits des personnes en situation de handicap. Oui. Comme, par exemple, je n'admets pas qu'on me dise « Tiens, l'autre handicapé ». Non, c'est une personne en situation de handicap. On ne va pas dire un vieux, ça ne se dit pas. On va dire une personne âgée. On ne va pas dire un noir, on va dire une personne de couleur.
Donc, eh ben, c'est pareil, c'est une personne en situation de handicap ou une personne handicapée. Mais je tiens vraiment à ce qu'on mette le mot personne devant. De toute façon, il faut savoir que maintenant, c'est répréhensible. Hein. Moi, je peux déposer plainte contre une personne qui va me dire handicapé. Attention, les mots ont un poids. Et puis maintenant, bah, les mots ont un poids, oui. Tout à fait. Et puis c'est blessant. C'est blessant. Je ne suis pas que le handicap. Je suis d'abord une personne qui vit, qui respire, qui mange, qui vit. Et voilà, je veux que les gens, moi je respecte les gens, je veux que les gens me respectent. Ok, alors on poursuit. Alors bon, il y a multiples handicaps, il y a différentes situations de handicap. En ce qui te concerne, tu as été touché donc aux jambes. On sait que bon, les jambes, on parle de journée de la femme, hein, journée internationale des droits des femmes. On sait que les jambes chez la femme, c'est quand même un symbole de féminité, c'est un symbole de séduction, c'est un symbole de féminité. Voilà, on attribue souvent voilà la jambe à la féminité de la femme. En ce qui te concerne, tu n'as plus l'usage de tes jambes. Tu nous as parlé aussi par rapport au physique, qu'il y a les bras du coup qui se développent plus que les jambes qui sont inactives. Alors, comment est-ce que tu entretiens, toi, ta féminité par rapport à ta situation de handicap? Comment est-ce que si je peux dire, tu contrebalances, tu m'excuses si je n'ai pas les mots peut-être appropriés, comment est-ce que tu contrebalances, comment est-ce que toi tu vis ta féminité, comment est-ce que tu entretiens ta féminité en dépit de tout ça? Alors moi, tu vois, je vais plutôt baser sur le regard, sur ces choses-là. Bon, moi, ce qui est des jambes, c'est clair que quand on est en situation de handicap, soit on n'a plus du tout de jambes, c'est-à-dire que les muscles ont fondu complètement, ou alors, comme moi, je fais énormément de mouvements, donc ça prend longtemps, hein, le matin, voilà, je fais travailler mes jambes un maximum pour dire justement de ne pas perdre de masse musculaire. Donc forcément j'ai des jambes très développées aussi, hein. Bon, de toute façon, oui, d'accord, donc tu continues l'exercice physique au niveau des jambes. Oui, d'accord, oui, donc, d'accord. Je favorise au maximum mes jambes pour dire. D'accord. Bon, après, vous attendez pas à me voir en maillot de bain au bord d'une piscine, ça c'est mort. Parce que nous, forcément, on a des problèmes, genre les escarres, les choses comme ça, donc des problèmes de peau qui font que forcément les jambes, elles sont plus si jolies que ça, c'est plus un atout de féminité pour nous. Mais bon, après, voilà, moi je vais régulièrement chez le coiffeur, j'essaye de m'apprêter quand même de façon à être présentable. Alors après, je dis pas, hein, il y a des fois où on va me croiser dans la rue, je vais être avec un pull en mode... là, comme toutes les femmes, hein, il y a des jours où on n'a pas envie de se prendre la tête. Hein. C'est ça, je vais être en survêt de basket avec un pull difforme. Mais bon, généralement, j'essaye plus ou moins de faire attention à mon habillement et faire que je ne sois pas quand même trop ignoble à regarder. Non, mais je te rassure, si ça peut te rassurer, pas du tout. Hein. Tu n'es pas ignoble à regarder parce que là, tu emploies les gros mots. Hein. On a dit que les mots ont leur impact, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Faut pas non plus exagérer. Non, donc, beaucoup, hein. Moi, j'en plaisante beaucoup. Oui, mais c'est par exemple, une force. Je dis toujours à mes amis, m'invitez pas à aller à la piscine avec vous parce que sinon, ça va faire sauver Willy. Donc, on évite, quoi. C'est bien parce que en fait tes commentaires et tes réponses nous font suivre le cours de l'émission, parce que justement ma prochaine question elle est à ce sujet-là. En fait on te voit justement, tu dis tu as la facilité de blaguer, tu es une bonne vivante, tu as l'humour et tout ça, même un humour un peu décalé parfois. Alors mais beaucoup de personnes, notamment les femmes, notre sujet d'aujourd'hui c'est les femmes, beaucoup de femmes lorsqu'elles sont touchées par le handicap, elles le vivent très mal, elles le vivent très très mal, c'est compréhensible, c'est une vie qui bascule, tout est à refaire, tu l'as dit, tout est à refaire, tout est à recommencer, et pour ces personnes-là qui le vivent
qui le vivent mal, pour qui ça a été vraiment un coup dont elles n'arrivent pas vraiment à se relever, parce qu'il y a vraiment pour certaines un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après. Alors, si tu pouvais leur adresser un message à ces femmes-là qui du jour au lendemain se sont retrouvées en situation de handicap et qui ont du mal encore aujourd'hui, que ça fasse une semaine, un mois, des mois ou des années, qui ont du mal à le vivre. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que le but de l'émission, c'est aussi d'apporter une parole d'encouragement aux femmes qui en ont besoin. Oui, non, mais c'est clair. Alors, il faut savoir, hein, moi, je suis pas sortie de l'hôpital au bout de 6 mois en me disant ouais, tout va bien, la vie est la meilleure, hein, c'est pas vrai. J'ai mis 1 an, en fait, à faire le deuil. En fait, il faut vraiment, c'est un deuil qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc, un deuil de sa vie passée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se dise, bon, bah, ok, la vie, je la vivrai plus de la même façon, mais je peux en faire ce que moi, je décide de faire. C'est-à-dire que moi, ma force, c'est que je dis toujours, ce n'est pas aux autres à me mettre des barrières, c'est moi qui me mets mes propres barrières. Donc si moi, par exemple, demain, j'ai une amie qui va me dire, ou une personne que je vais rencontrer, puis qui va me dire, je t'inviterai bien à boire un café chez moi, mais je suis au 3e étage sur l'ascenseur, donc je suis désolée, tu ne pourras pas venir. Bah non, tu ne pourras pas venir, bah justement, moi je vais le transformer en, bah non, c'est moi qui décide si je peux venir ou pas, donc dis-moi quand est-ce que tu veux que je vienne, et je vais me débrouiller, je vais venir. Ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai monté 3 étages sur les fesses. Puis voilà, mais je veux dire, voilà. Et les barrières, c'est à nous les mettre. Maintenant, la vie, elle est ce que l'on veut en faire. Comme pour une personne valide, si tu restes dans ton lit, H24, à pleurer sur ton sort, ben la vie, elle ne sera pas belle parce que tu ne vas pas la rendre belle. Mais si maintenant tu te donnes la force de dire, bon, ben, ok, je suis en situation de handicap, c'est un fait. Je ne pourrai pas faire autrement, je ne peux plus rien faire d'autre. Eh bien, tant pis, cette vie, je vais me la rendre belle. Et donc, je vais surmonter ce handicap et je vais en faire quelque chose de fort. Donc, je vais repasser mon permis parce qu'il faut savoir que quand on est valide et puis qu'on devient en situation de handicap, il faut qu'on repasse l'examen de permis de conduire parce qu'on a des aménagements à mettre sur nos véhicules. Bon, ben, je vais repasser mon permis. Je vais me donner la force de retravailler, pourquoi pas faire une formation si j'en ai besoin, mais de me faire accompagner parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des services administratifs qui sont là pour nous accompagner. Je pense par exemple au Cap Emploi, moi ils m'ont aidé beaucoup, donc c'est le Pôle Emploi mais pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc le Cap Emploi, moi, m'ont beaucoup aidé pour justement reprendre une vie professionnelle. Et puis après, de se dire, je peux peut-être plus faire de sport comme je le faisais avant, mais je peux le faire du sport autrement. Et tout ça, après, il ne faut pas hésiter à venir à la rencontre des personnes qu'on croise. Moi, je sais que j'avais, à un moment donné, j'ai dû porter un corset, comme beaucoup de personnes qui ont la colonne touchée. Et puis, ma prothésiste m'a dit, un jour, en discutant, elle me dit, mais tu sais, le handicap, c'est comme la vie. Si tu t'accompagnes de mauvaises personnes, elles vont te tirer vers le bas. Si tu vas vers les bonnes personnes, elles te tireront vers le haut. À toi de faire le bon choix. Au début, je me suis dit, ouais, c'est facile pour elle. Elle n'est pas en situation de handicap, elle ne le vit pas, c'est bon, quoi. Elle boite, mais c'est pas grave. Et puis, en fait, je me suis aperçue quelque temps après, quand je l'ai croisée à l'hôpital toujours, mais c'était en été, elle arrivait en mini-jupe et puis en fait, elle avait une prothèse parce qu'elle était amputée. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle savait de quoi elle parlait. Et c'est vrai, elle n'avait pas tort du tout. Si on va vers les personnes qui nous attirent vers le haut, forcément, on va aller vers le haut. Alors si après, on préfère aller vers les personnes qui pleurent tout le temps sur leur sort en disant « Ouais, tu te rends pas compte, j'aimerais bien sauter à la corde, mais j'y arrive pas. » Oui, c'est sûr que tu n'y arriveras plus à sauter à la corde. Mais tu vas me contredire ou pas par rapport à ce que tu dis, mais lorsque on devient une personne en situation de handicap, on devient quand même victime, oui ou non? On est victime de quelque chose ou non? On est victime, oui ou non. Alors ça dépend de comment on vit notre handicap et comment est survenu le handicap. Si tu t'es fait renverser par une voiture, forcément tu es victime. Moi, je pouvais pas m'en prendre à quelqu'un, à part à moi-même.
Pourquoi j'ai fait la feignante? Pourquoi j'ai pas été chercher un escabeau? Pourquoi je suis montée sur cette chaise? Bah après, il faut simplement se dire, bon bah voilà, c'était mon destin, c'était fait comme ça. Maintenant, à moi d'en faire une force. Et puis, plus je vais en faire une force, plus je vais avancer, et mieux je vais me sentir. Après, je dis pas, hein, je suis comme tout le monde, je suis pas invincible. Il y a des moments où ben ça va pas. Ben justement, encore, je voulais en arriver encore là. Justement, ben quand je voulais en arriver là, vraiment, tu m'arraches à chaque fois les mots de la bouche. Ben justement, on te voit très positive, ce qui est très bien, très bon, très encourageant. On te voit une femme dans la vie de tous les jours, très dynamique, qui entreprend énormément de choses. Mais est-ce que ça t'arrive justement des moments là où ben vraiment par rapport là vraiment à ta situation de handicap, où ben, le moral est en berne, où ça va pas, où la déprime s'installe un petit peu. Est-ce que ça t'arrive aussi? Et dans ces moments-là, comment est-ce que tu fais pour que ça passe, pour rebondir et pour redevenir la Laurence que nous on connaît en fait? Ben, en fait, oui, ça m'arrive comme tout le monde. Hein. Je suis une femme, voilà, j'existe réellement. Je veux dire, je suis pas un robot, je suis pas une machine. Donc oui, il y a des moments, ben, ça ne va pas. Bon, moi, j'ai cette force de caractère aussi, parce que bon, je suis quand même, à la base, je suis une ancienne militaire, donc j'ai une force de caractère qui fait que ben, j'ai pas l'habitude de montrer aux gens ma détresse. Donc quand ça va pas, ben, je reste chez moi le soir, je vais me mettre à pleurer une bonne fois pour toutes, ou je vais me mettre un film complètement déprimant, histoire de bien pleurer. Et puis ben, des moments où je vais sortir, je remets mon masque. J'ai l'impression de dire, à chaque fois je dis toujours que je remets mon masque, parce que c'est ce que je veux. Je veux pas montrer aux gens que j'ai mal ou que ça va pas, que je suis pas bien. Non, des fois, bon bah ça ne va pas, mais je mets un masque. Et puis je me dis, bon bah allez, les gens ils n'ont pas besoin de savoir ce que je vis réellement. Et c'est pas parce que je vais pleurer sur moi que ça va changer quelque chose. Donc de toute façon, oui, j'ai mal. Je suis comme tout le monde. Alors moi, quand je vais me promener à Épinay, malheureusement, ben, quand je suis au niveau des pavés devant la poste, oui, ça me fait mal. Parce que moi, tous les soubresauts, je les ressens dans ma colonne. Donc bon, à ce moment-là, ben, je me dis, ouais, ou des fois, ben, je fais mon transfert et puis je me loupe et je me casse la figure. Oui, comme tout le monde, j'ai mal. Mais à ce moment-là, bah, je me dis, allez, il y a pire que moi. Et puis, pour moi, surtout surmonter tous ces moments-là, bah, je me dis, après tout, moi, j'ai la chance, j'ai une énorme chance, c'est que j'ai connu la vie en tant que valide. J'ai connu la vie en tant que valide et je vis toujours des très belles choses. Je veux dire, à ce moment-là, je me souviens de la naissance de mes enfants, je me souviens, bah, moi, mes petits-enfants, je les vois quand ils déambulent dans la rue. Bah, s'il y a une personne en situation de handicap, pour eux, c'est normal, parce qu'ils ne connaissent que comme ça. Donc, quelque part, je les aide à appréhender le monde. Et puis, je pense aussi à tous les jeunes, tous les enfants que j'ai pu rencontrer lors des sensibilisations, aussi bien dans la ville qu'ailleurs. Je me souviens, la dernière fois, j'étais partie à Guichaté, et au moment où je sors de ma voiture avec mon fauteuil, je commence à sortir mon fauteuil, et il y a un gamin, quoi. Moi, j'appelle ça un gamin, il avait quoi? Allez, peut-être 12 ans, il était peut-être au collège. Et puis il me regarde, il me dit, madame, est-ce que vous voulez que je vous aide? Alors je dis, t'es gentil, mais tu vois, je sais faire, je sors de ma voiture très facilement. Et il me dit, mais vous avez vu, hein, je vous ai demandé. Alors je dis, oui, c'est gentil. Il me dit, non, mais parce que vous ne vous souvenez pas de moi, mais moi je vous ai vu, j'étais à l'école à Brel, je crois qu'il m'a dit. Il me dit, et vous êtes venu dans ma classe. Et puis vous m'avez parlé du handicap, et vous m'avez dit, il faut toujours demander aux gens s'ils ont besoin d'aide. Il dit, alors voyez, moi je m'en souviens. Et ben, ce moment-là, ma journée était faite, quoi, parce que c'est tellement mignon, et de se dire, ben voilà, je suis pas inutile, parce que quelque part, j'apporte quelque chose, je leur explique comment on vit en situation de handicap, et puis, bon, ben voilà. Et ils s'en souviennent, et ils mettent en pratique, ouais. On va revenir, bon, on arrive à la fin donc de ce programme, de cet échange. On va revenir brièvement sur l'association,
parce que c'est important aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association? Quels sont les services qu'elle offre, qu'elle propose pour les personnes en situation de handicap et pour d'autres aussi, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de programmes d'information et de sensibilisation aussi, il me semble. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des actions que vous organisez? Oui, alors l'APF France Handicap, forcément, c'est une association qui défend les droits des personnes en situation de handicap dans tous les moments de la vie. Mais c'est également on a des comités locaux. Donc à Épinay-sous-Sénart, nous avons un comité local qui se réunit le mercredi et le samedi après-midi. Donc là, à partir de fin mars, on devrait se réunir tous les mercredis après-midi de 14h à 18h au centre socio-culturel. Mm-hmm. Pour l'instant, nous sommes encore au local Étrave qui est rue Johannes Strauss à Épinay. Donc là, on y est le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 18h. On partage des bons moments en fait de convivialité entre valides et non valides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des valides ou des non valides qui viennent avec nous. On a de tout. Et puis alors, on peut aussi bien rentrer, boire un café si on n'a pas le moral. Et puis discuter entre nous de choses toutes bêtes. Mais on peut aussi, nous, on aide les gens à la confection, donc au niveau de la couture. On aide les gens à se perfectionner au crochet, à apprendre le tricot, voire même le bricolage, parce que il n'y a pas tellement longtemps, on a fait des poupes c'est de la revalorisation de déchets, donc à partir de vieux pneus qu'on avait récupérés à la casse, au Spino Garage. On récupérait les vieux pneus là-bas et on les transformait en poupes, donc ça veut dire on fait du bricolage aussi. Mais on fait plein de choses, on aide les jeunes dans leur tremplin citoyen. Donc on accueille des jeunes aussi. Et puis voilà, ça c'est ce qu'on fait. Alors par exemple sur Épinay, je peux vous annoncer que normalement, si le protocole sanitaire nous l'autorise, mais le 17 avril, nous devrions faire ce qu'on appelle l'opération Roulons ensemble. C'est-à-dire qu'on va inviter les spinoliens, les enfants, les adultes, tous les spinoliens à venir nous rejoindre à 14h devant la poste. Et puis on va en mettre certains en situation de handicap moteur, donc en fauteuil, mais ça ne sera pas que le handicap moteur, parce que on parle tout le temps du handicap moteur, mais il faut savoir que c'est que 3% du handicap qui est moteur. Il y a énormément d'handicaps qui sont des handicaps invisibles qu'on appelle. Et puis on va faire une déambulation dans la ville pour que les gens se rendent compte des difficultés qui sont rencontrées par les personnes en situation de handicap. Donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre le 17 avril à 14h devant la Poste. Le rendez-vous est pris. Merci encore Laurence pour ta participation, pour ton intervention. C'était une émission spéciale, l'émission divine spéciale 8 mars. Voilà, une fois de plus, on a donné la parole aux femmes. C'était important pour nous et c'était important pour vous aussi, je pense, parce que c'est des moments d'échange, de partage. On apprend encore, on fait tomber les barrières, on brise les tabous et ce n'est que du positif, Alors nous terminons cette émission. Laurence, je te laisse encore le mot de la fin. Voilà le mot de la fin à l'occasion du 8 mars. Si tu peux clôturer un petit mot pour les femmes, un petit mot pour les droits des femmes, un petit mot pour le 8 mars. Déjà, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton émission. Et puis, le mot de la fin, ça sera que, voilà, une femme, qu'elle soit assise, debout, sur une jambe, malentendante, malvoyante, ça reste une femme. Et quoi qu'il en soit, il faut la respecter. Parce qu'une femme, ça se respecte. C'est votre maman, votre femme, votre fille. Et voilà, c'est très, très joli, une femme. Et peu importe comment elle se déplace ou comment elle est dans sa vie, quoi qu'elle est, elle est jolie et ça se respecte. Merci beaucoup Laurence. Sur ces mots, nous clôturons le programme de ce 8 mars. Merci d'avoir été avec nous depuis 20h. Merci de nous avoir suivis. Et je souhaite à toutes les femmes du monde une très belle journée du 8 mars. Une très belle soirée du 8 mars. Vivez, profitez et
vivez et profitez sans modération. J'ai envie de dire, on se dit à très vite, à très bientôt. En attendant, on profite de cette journée, on profite de ce 8 mars. C'est votre journée, c'est notre date. Alors, enjoy. Merci à tous, merci à toutes.